Bienvenue dans le podcast L'ascenseur social. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont pris l'ascenseur social. Vous pouvez retrouver ces témoignages sur le site ascenseursocial.org ou vous abonner à ce podcast. Bonne écoute à vous. Aujourd'hui, nous recevons Aziz. Aziz est originaire d'un milieu modeste. Il vient de la cité du Val-Fouré. Son père est ouvrier et sa mère est mère au foyer. Aziz est un entrepreneur à succès, un investisseur et il est aussi l'auteur de plusieurs livres. Aziz est né au Maroc. Il est arrivé en France alors qu'il était tout petit. Il est arrivé à Mantes-la-Jolie. Aziz était un élève normal, un élève moyen comme on dit, au collège et au lycée. Il a fait un bac économique, on appelait à l'époque un bac P, et il a ensuite continué en faisant un BTS transport logistique. À la fin de son BTS, il a travaillé pendant 2 ans comme salarié. Aziz a cumulé pendant cette période-là 2 jobs, un job à temps plein et un job à temps partiel. Grâce à l'argent qu'il a ainsi pu économiser, il a pu créer sa première entreprise, ATA. A-T-A. Bonjour Aziz, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, je suis Aziz Seni, j'ai 44 ans, entrepreneur engagé dans différentes actions associatives, syndicales. Je suis originaire de Mantes-la-Jolie, j'habite aujourd'hui à Lyon et j'investis aussi dans différents domaines immobiliers en Afrique et je fais beaucoup de choses. Merci Aziz. Peux-tu nous parler de ta première expérience entrepreneuriale et de la première société que tu as créée? La société ATA, je l'ai créée en 2000. Le concept était assez novateur à l'époque sur un marché qui était celui des taxis. Donc les taxis étaient en monopole, c'est-à-dire qu'ils étaient les seuls à faire ce qu'ils faisaient. Et moi, j'ai décidé de lancer cette société un peu en concurrence qui s'appelait ATA, Alliance Transport et Accompagnement. Donc le slogan était plus rapide qu'un bus, moins cher qu'un taxi. Le concept était simple, mais il faut se remettre dans le cadre de l'époque. C'était il y a 20 ans. Il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas encore d'Internet, etc. Et donc les clients réservaient leur trajet d'un point à un point B par téléphone, par fax. Et c'était assez nouveau. Les clients étaient informés du prix de la course avant de partir. Les taxis, d'une manière générale, encore aujourd'hui, quand vous prenez le taxi, on vous donne le prix de la course à l'arrivée, grâce au compteur. Là, c'était assez nouveau. On vous donnait le prix avant de partir. Et vous aviez 2 offres. Une offre voiture privatisée, vous étiez tout seul à bord avec vos amis ou votre famille. Et puis, vous aviez une offre un peu partagée, de taxi collectif, où si vous acceptiez de partager le véhicule sur tout ou partie du trajet avec 2 autres, 3 autres, 4 autres personnes, eh bien le prix était dégressif. Donc j'ai créé cette société, j'ai démarré tout seul à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, dans mon quartier, avec une voiture. J'ai été beaucoup soutenu par des associations comme les boutiques de gestion, comme l'ADIL, qui m'a octroyé un microcrédit pour financer mon premier véhicule. Et puis je me suis lancé comme ça, et puis au bout d'1 an, j'avais 10 véhicules, et puis ça a grossi. Cette entreprise, je l'ai gardée presque 20 ans. Je suis monté à 150 salariés sur l'île de France. J'avais 13 franchises réparties sur la France entière. Donc c'était plutôt sympa comme aventure. J'ai appris beaucoup. Tout ça sans être jamais entrepreneur avant. Et il a fallu apprendre très vite sur le tas, des tas de choses. La réglementation, la comptabilité, le développement commercial, le management, des tas de choses qu'il fallait apprendre très vite. Et bien sûr s'adapter et se débrouiller, et puis surtout aller chercher des clients. Et donc ça, c'est quand même ce qui est le plus important dans une entreprise, avec le fait de bien recruter une bonne équipe. Aziz, tu as gardé cette société 20 ans et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Moi, j'ai fait beaucoup de choses et je continue à en faire beaucoup. Alors, j'ai été entrepreneur, j'ai monté cette société, j'ai monté d'autres sociétés dans la location de voitures, dans le secteur immobilier. J'ai géré et je continue à gérer une société d'investissement immobilier où on achète des bureaux, des surfaces, des bureaux, des fonds de commerce et on les met en location
à des entreprises qui en ont besoin. J'ai créé un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est une société financière avec des investisseurs qui mettent de l'argent. Et cet argent, on s'en servait pour aider les entrepreneurs qui étaient en banlieue. C'est un des tout premiers fonds, ce qu'on appelle un fonds d'investissement à impact social, que j'ai créé en 2007 et qui s'appelait Business Angel des cités, avec des tas de grands patrons français, dont Claude Bébéard, le fondateur d'AXA, Martin Bouygues, Michel David Veil et d'autres grands patrons. Et donc pour aider des entrepreneurs et des PME, petites et moyennes entreprises, dans les banlieues. J'ai aussi fait de la télé. J'ai été dans un jury sur M6, l'émission s'appelait L'inventeur de l'année. J'ai coaché des entrepreneurs sur France 4 dans une émission qui s'appelait Business Angel 60 jours pour monter ma boîte. J'ai aussi fait un petit peu de politique. J'ai créé un parti politique avec un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Borloo, qui s'appelait l'UDI. La politique, ça m'a pas réussi. C'était une belle expérience, mais c'est très particulier. Mais c'était important pour moi de le faire parce que j'ai toujours eu cette envie et cet engagement en moi que j'ai traduit autrement, puisque aujourd'hui je suis à la direction du MEDEF aux côtés du président et d'autres entrepreneurs pour défendre les intérêts des entreprises en France et en particulier des TPE, très petites et très moyennes entreprises. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses parce que j'adore ça, parce que je m'éclate et que la vie est courte et qu'il faut se faire plaisir aussi. Et tu es aussi un auteur à succès. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ou tes livres? Alors j'ai écrit effectivement, j'ai écrit 3 livres. Quand je dis j'ai écrit, en fait, j'ai raconté et avec la complicité de journalistes, c'est toujours un travail d'équipe. J'ai souhaité d'abord écrire et partager mon histoire dans un premier livre qui est sorti en 2005 qui s'appelle L'ascenseur social est en panne. J'ai pris l'escalier aux éditions L'Archipel, préfacé par Claude Bébéard, le fondateur du groupe AXA. Et là, j'y raconte toute ma vie, depuis mon arrivée en France jusqu'à quasiment 2004-2005, et les difficultés que peuvent avoir certains jeunes, et en particulier la banlieue. C'était mon environnement, en tout cas cette banlieue des années 90-2000 que j'ai connue, dans laquelle j'ai grandi, avec toutes les difficultés possibles et imaginables, un regard de l'intérieur, avec des choses aussi dont on ne parle pas, l'amitié en banlieue, l'amour en banlieue, des choses un peu qui existent, qui sont là et dont les médias ne parlent jamais et qui pourtant font aussi que la vie est belle dans ces quartiers. Elle n'est pas si noire que ça, mais bien évidemment aussi il y a des difficultés, le logement, les relations à la police, les difficultés et les discriminations à l'emploi. Bref, toutes ces réalités auxquelles j'ai été confronté. Et puis, mon deuxième livre, ça a été quelques années plus tard, autour de 2007. Ça s'appelait Monte ton bise, les 10 commandements de l'entrepreneur des cités. J'ai réuni 40 entrepreneurs. Ça allait de l'auto-entrepreneur jusqu'à des entrepreneurs qui gèrent plusieurs milliards. Des grands, des petits, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des noirs, des arabes, des blancs, toutes les couleurs. Bref, la France de l'entreprise dans toute sa diversité, avec un point commun, tous. Ils venaient tous, ils sont tous issus de banlieues, de cités. Et j'ai essayé de tirer les bonnes pratiques, les conseils, leurs expériences pour en faire 10 commandements. 10 bonnes pratiques. Et voilà pourquoi ça s'appelle Monte ton bise, les 10 commandements de l'entrepreneur des cités. C'est les 10 bonnes pratiques de ceux qui ont monté leur boîte, qui ont réussi ou pas, parce que c'est aussi par la réussite qu'on apprend des autres, mais aussi par l'échec. Et puis le troisième livre qui est sorti en 2013, qui s'appelle L'ascenseur social est toujours en panne, il y a du monde dans l'escalier, qui était préfacé par mon copain Jean-Louis Borloo, et qui a raconté la suite, c'était la suite du premier, un petit peu toutes les difficultés de cet escalier social. Alors là, c'est un autre niveau, c'est tout ce qui m'est arrivé à la fois dans la création du fonds d'investissement, dans le milieu politique, qui est un milieu très 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 particulier, où je raconte plein de choses et tout ce que j'ai vu derrière ce rideau. Les politiques, on les voit, on les connaît, on les côtoie, sont des élus de terrain, on les voit à la télé intervenant dans les journaux,
Mais j'ai eu la chance, comme au théâtre, d'aller dans les coulisses, d'aller derrière le rideau. Et je raconte un petit peu comment ça se passe, avec les joies, les peines, les difficultés, les vacheries. Donc voilà, c'est toujours un peu mon parcours, mais avec un regard un peu éclairé sur cette société dans laquelle on vit. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités en Afrique, en particulier au Sénégal et à Dakar, où j'ai lancé une société de financement de taxis pour aider des taxis qui n'ont pas les moyens d'aller à la banque, d'acheter leur véhicule et qui sont en location, de les aider à devenir propriétaires. C'est une forme de micro-leasing comme existe le microcrédit. Et j'ai un livre dans la tête en préparation sur l'entrepreneuriat en Afrique, mais ça ce sera peut-être dans un an ou deux. Il y a encore le temps, il y a beaucoup de choses à raconter sur comment on entreprend en Afrique et comment on arrive en Afrique et notre rapport à ce continent voisin avec des rapports très très particuliers. Donc voilà, oui, j'ai fait beaucoup de choses et j'espère encore en faire beaucoup. Je croque la vie et il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas le choix dans ce qu'ils font. Je trouve ça très triste. Je pense que c'est une des plus grandes tristesses de la vie, de se lever le matin et de ne pas choisir ce que l'on fait. Je sais que c'est pas donné à tout le monde et Dieu sait que le fils ouvrier que je suis n'oublie pas. Hein, je ne suis pas un nouveau riche, hein, je suis un ancien pauvre, comme disait Coluche. Et j'oublie pas d'où je viens, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus triste, de lever le matin en faisant des activités que l'on n'a pas choisies, que l'on subit. Donc moi, il y a très longtemps, c'était une des choses que je voulais absolument pas faire. C'est pour ça que très tôt, j'ai démissionné de ces emplois et j'ai été faire ce que j'avais envie, en prenant des risques, c'est sûr, en prenant des risques. Mais et aujourd'hui, je le regrette pas parce que je m'éclate, je choisis ce que j'ai envie de faire et je ne fais pas ce que j'ai pas envie de faire. Merci Aziz. Aziz, tu es originaire du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Tu as donc été confronté à des difficultés et à des défis. Est-ce que tu peux nous parler de ces difficultés, ces défis et comment tu les as surmontés pour prendre l'escalier social ou l'ascenseur social? Le premier défi, il est mental. Beaucoup pensent que, en tout cas, quand on vient de ce milieu-là, ça va être l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la difficulté que certains voudront pas que vous réussissiez, ou la difficulté à trouver de l'argent quand on veut monter sa boîte. Non, la première difficulté, elle est dans la tête. C'est ce qu'on appelle l'autocensure. On grandit dans des milieux où on passe son temps à écouter et à entendre que la banlieue c'est des nuls, la banlieue c'est des casseurs, la banlieue c'est de la racaille, les banlieues c'est des terroristes, bref, que des images négatives. Alors, pour prendre confiance en soi, c'est très très difficile. Vous allumez la télé, vous avez des hommes politiques qui passent pour certains beaucoup de temps à parler des problèmes de sécurité, etc. dans ces banlieues. Donc prendre confiance en soi, c'est très très difficile. À cela, vous ajoutez les problèmes de discrimination qui existent. Et vous vous dites, mais est-ce que moi, si je fais ça, je vais y arriver. Donc la première des barrières, elle est mentale. De se dire, moi, je vais pouvoir réaliser mon rêve, je veux le faire. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si vraiment les choses m'étaient données, elles étaient ouvertes et qu'il n'y avait pas tous ces problèmes. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que j'ai résolu mon problème. C'est un peu comme le mental de ces grands sportifs, et en particulier les sports de combat, où peut-être que certains qui nous écoutent ont fait des sports de combat, moi j'en ai fait un tout petit peu. Quand vous êtes dans des tournois et que vous arrivez sur un tatami, vous retrouvez vous-même et vous retrouvez parfois des gens qui sont plus forts que vous. Comment vous gérez cette trouille de monter sur un tatami face à quelqu'un dont vous savez globalement qu'il peut et qu'il va peut-être vous remettre une raclée. Donc il faut surmonter tout ça. Donc c'est un combat intérieur très 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 fort. Et ça, par exemple, pour ceux qui font du sport, on arrive à le gérer un petit peu mieux. Donc pour ceux qui sont encore très jeunes, faites du sport parce que ça structure le mental de manière très très intéressante pour l'après. Mais la première des barrières, c'est l'autocensure. C'est ce qu'on ne se permet pas. C'est cette forme d'interdiction que l'on s'impose à soi-même. Non, tout est ouvert, allez-y. Et d'autant plus quand on est jeune. Mais allez-y, osez. De toute façon, au pire, on dira, mais excusez-moi de l'expression, c'est un petit con.
Et on mettra ça sur la bêtise de la jeunesse. Donc vous avez une excuse qui est en plus toute faite. Ce que vous pouvez pas vous permettre à 45 ou à 50 ans, vous pouvez vous le permettre à 20 ou 25, parce qu'on dira de toute façon il est pas mature, il est jeune, etc. Donc c'est l'âge de cette période-là, c'est l'âge de l'audace. Donc faut y aller, faut avoir le courage de l'audace. Merci Aziz. Avais-tu dans ton entourage des personnes qui t'ont aidé à prendre l'escalier social ou l'ascenseur social? Alors quand on démarre, là où j'ai démarré, franchement, je ne m'attendais pas à rencontrer des gens qui m'aident. Moi, je suis parti en me disant personne ne m'aidera et il n'y a que moi, le ciel et mes épaules et ma tête. Quelques amis qui m'ont donné un coup de main ici et là, mais quand on est pris dans ce travail d'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de temps. J'y ai laissé une partie de mes amis. Bah oui, forcément, quand vous créez votre entreprise, vous êtes à fond dedans, et quand vos amis vous appellent, allô, tu sors ce soir? Non, je suis trop crevé. Allô, tu sors, t'es là aujourd'hui? Non, je peux pas. Écoute, j'ai des trucs à faire, etc. Bah, une fois, deux fois, trois fois, et au fur et à mesure, les gens ne vous appellent plus parce que bah, finalement, vous n'êtes pas disponible et vous êtes ailleurs. Donc, vous y laissez une partie de votre réseau social, de vos amis, de vos contacts pour réaliser ce projet. Donc ça, c'est un sacrifice qu'il faut aussi, dont il faut tenir compte. Mais sur le chemin, moi, je m'étais dit, je vais bosser. Et puis, j'ai beaucoup pensé aux portes qui allaient se fermer. En me disant, de toute façon, sur 100 portes, il y en a 99 qui vont se fermer. Mais il y en aura toujours une qui s'ouvrira. Et en fait, il y en a eu beaucoup plus qu'une. C'est que l'audace paye. Ce que vous osez faire et que d'autres n'osent pas faire, et ben finalement, vos interlocuteurs, ils aiment ça. Je raconte dans un de mes livres comment j'ai rencontré Claude Bébert, le fondateur d'AXA. J'y étais vraiment au culot, j'y ai eu une chance extraordinaire de pouvoir être en lien avec un monsieur qui m'a beaucoup appris, qui m'a permis de gagner en maturité, en expérience, en réseau, qui m'a fait grandir quelque part et qui m'a fait gagner du temps. Et si un jour, dans mon quartier, on m'avait dit, mais tu sais, il y a le Zidane de l'économie qui te fera un coup de main, mais j'aurais dit, mais tu rêves, mon garçon, mais tu rêves 1000 fois. J'ai jamais. Donc, j'ai été provoquer ma chance. J'ai rencontré d'autres personnes extraordinaires à qui j'ai demandé un coup de main, à qui j'ai demandé un coup de main. Ce coup de main, j'ai parfois été le chercher, à attendre des heures devant une porte, que la personne arrive pour l'alpaguer et entre guillemets lui prendre la tête. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Mais j'avais une faim et une niaque extraordinaire. Je me suis permis des choses aujourd'hui, je n'imagine même pas faire la moitié de ce que j'ai fait, parce que je me dis mais fallait oser. Mais c'est en osant que ça marche. Aujourd'hui, à 45 ans, il y a des choses que je pourrais plus faire que j'ai faites à 24 ou à 25 ans, mais comme je le disais, c'est l'audace de la jeunesse. Et aujourd'hui, si un jeune me faisait ça à moi en m'attendant 3 heures devant la porte de mon bureau parce qu'il a absolument besoin de moi, comment un être humain normalement constitué pourrait lui dire non mais allez-vous-en monsieur, je vais pas vous mon petit jeune, tu t'en vas, je vais pas t'aider. Évidemment que tout être humain normalement constitué, ça va le toucher. On est des êtres sentimentaux, on est des êtres affectifs. Donc voilà, j'ai eu de la chance de rencontrer beaucoup de gens et d'aller les chercher aussi. Quand j'ai démarré, moi j'avais pas de réseau. Papa était un ouvrier. Le réseau social, ses amis, c'était aussi des ouvriers. Il n'y avait pas d'avocat, de chef d'entreprise, d'expert comptable. Il a fallu partir de Mantes-la-Jolie, sortir de son quartier, prendre la voiture, aller à Paris et aller dans des milieux que je ne connaissais pas, faire mes premières, moi je me souviendrai toujours, mes premières soirées avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, et ce sentiment de ne pas être à sa place. Est-ce que je suis à ma place avec tous ces gens? Ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Bien sûr, j'ai monté ma boîte, bien sûr, j'ai des collaborateurs, des salariés, mais on a toujours ce sentiment de ne pas être à sa place pendant une bonne période, puisqu'on n'a pas confiance en soi. Et ça, il faut le cacher, et c'est là aussi un combat intérieur. Donc, et dans ces réunions-là, j'ai pu rencontrer aller vers l'autre, toujours, et aller vers l'autre, même parfois là où je n'étais pas invité. Hein. Quand j'apprenais que il y avait une soirée d'organiser de chefs d'entreprise qui était très intéressante pour le développement de mes affaires ou pour le développement de mon entreprise, invité ou pas, j'allais m'incruster. Hein. C'était pas un problème. Je venais d'un endroit de toute façon plus jeune
pour les soirées un peu dansantes, et quand on n'avait pas les 5 ou 10 francs pour payer à l'entrée, on s'incrustait d'une manière, on resquillait un petit peu. Donc s'incruster dans une soirée dansante à 17 ans ou s'incruster dans une soirée de chef d'entreprise, ça, il y a pas de difficulté. Donc ouais, j'y étais vraiment à l'audace, vraiment à l'audace. Merci Aziz. Comment as-tu expliqué à ton entourage tes choix d'études ou après tes choix de carrière ou de créer une entreprise? Bah, j'ai pas réellement expliqué parce que mon papa était ouvrier cheminot, donc ce qu'il fallait, moi, il était avec moi à l'école, il a compris jusqu'au lycée parce que lui-même a arrêté l'école au lycée au Maroc. Mais ensuite, il le disait, ça me dépasse, je sais pas ce que tu fais. Ma mère ne sait pas lire et écrire, elle parle un petit peu le français. J'avais pas le soutien des parents, le conseil des parents. Donc il a fallu se faire sa voie et trouver sa voie tout seul, par la réflexion, par l'orientation, par les discussions au lycée, et puis aussi par une introspection. Qu'est-ce qu'on avait envie de faire? C'est clair que moi, ce qui me manquait, c'était, entre guillemets, quand vous avez vécu à 8 dans 60 mètres carrés dans la plus grande cité de France, bah, votre rêve, c'est une grande maison, un jardin, une belle voiture, et de construire votre petite famille. En tout cas, moi, c'était mon rêve, et qu'il ne manque absolument de rien financièrement. Donc forcément, ça structure ça. Et quel est le meilleur moyen de le faire? Bah, c'est de créer son entreprise. Alors ouais, c'est sûr, beaucoup se diront, bah c'est pas glorieux, parce qu'on est dans un pays en France où si vous dites que vous avez créé votre entreprise pour gagner de l'argent, c'est tout de suite pas très bien connoté. Bah si, quand vous êtes issu d'un milieu pauvre et que vous avez envie de vous en sortir, bah c'est ça, ouais. C'est par ça que j'ai commencé, vouloir gagner de l'argent et monter ma boîte pour ne pas plus vivre et ne plus faire vivre ce que j'ai vécu à ma future famille. Donc comment je me suis orienté ensuite, bah c'est vraiment tout seul, que j'ai pu, par des rencontres, et une réflexion et une introspection la réflexion avec soi-même, trouver ma voie. Quand j'ai dit à mon père que j'allais créer mon entreprise, lui, il voulait absolument que je rentre à la SNCF. Pour moi, je n'ai rien contre la SNCF. Si, j'ai quand même 2-3 choses contre la SNCF, mais ça aurait été le plus grand échec de ma vie de rentrer à la SNCF. Lui me voyait à la SNCF. Moi, je voulais surtout pas rentrer à la SNCF. Et quand je lui ai dit, je vais créer mon entreprise, il m'a regardé et il m'a dit, toi, tu vas être patron. Voilà, les choses étaient dites. Lui était ouvrier, il n'imaginait pas que son fils puisse être chef d'entreprise, entrepreneur. Alors depuis, après avec le temps, il a changé d'avis. On est 6 enfants. J'ai une sœur qui a 3 ans de moins que moi, qui est chef d'entreprise aussi. Donc pour elle, ça a été beaucoup plus facile parce qu'il a compris que c'était faisable. Mais pour moi, c'était impossible. Lui, ouvrier marocain, avec un fils chef d'entreprise. Donc j'allais pas avoir du soutien familial de ce côté-là. Pour eux, c'était impossible. C'était au-delà du champ des possibles. Ma mère, par contre, bon, typologie maman maghrébine, méditerranéenne, la mère juive, enfin vous mettez tout ça et vous en faites un milkshake. Elle me soutenait, elle savait que ça allait marcher, elle pensait que j'étais à 2 doigts dans ses yeux, j'étais Steve Jobs ou Bill Gates. C'était à l'extrême dans l'autre sens, mais ça m'a bien aidé. Donc non, sur ce sujet, c'était vraiment seul. J'ai beaucoup été soutenu par mon épouse, qui m'a donné un coup de main et sur le côté affectif m'a beaucoup soutenu. Ça, c'était très important par contre. Tu as, juste après tes études, travaillé 12 à 15 heures par jour, comme tu le disais, en enchaînant un job à plein temps et un job à mi-temps pour te constituer un petit capital de départ. Est-ce que tu penses que c'est la seule manière de s'en sortir pour un jeune aujourd'hui, ou est-ce que tu en vois d'autres? Tout le monde ne doit pas et tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Et Dieu merci, parce que si on avait une société
faites que d'entrepreneurs, ce serait triste. Si je prends mon cas personnel et familial, nous sommes 6 enfants. Il y a j'ai un frère qui a souhaité être cheminot. Il est engagé syndicalement et il a sa vision et sa conception de la vie professionnelle, et c'est tant mieux. J'ai une sœur qui est chef d'entreprise, j'ai une sœur qui est aide-soignante, j'en ai une autre qui est cadre bancaire. Donc chacun a choisi ce qu'il avait envie de faire, son appétence, sa voie, sa fonction. Chacun a sa philosophie de vie. Non, je crois pas qu'il y a que par l'entrepreneuriat qu'on puisse s'en sortir. Mais ce que je dis souvent, c'est que celui qui veut être entrepreneur, rien ne doit l'empêcher de l'être. Ce qui était un petit peu le cas à mon époque. C'est-à-dire que, si je prends un exemple, moi au collège, j'ai vu défiler la fédération du bâtiment à venir m'expliquer que je pouvais être un super ouvrier sur un chantier. J'ai vu défiler les responsables des usines Renault et Peugeot, puisque on est dans la vallée de l'automobile là-bas, du côté de Mantes-la-Jolie. Il y a Peugeot à Poissy, il y a Renault à Flins, et on venait nous expliquer qu'on pouvait travailler à l'usine. Mais j'ai jamais vu des entrepreneurs du MEDEF, d'autres syndicats patronaux venir dans nos quartiers nous dire vous pouvez devenir des entrepreneurs et monter vos boîtes. Et pourquoi pas? Donc, si effectivement certains veulent choisir des voies de salariat dans le privé, tant mieux. Si certains veulent, et c'est salutaire, rentrer dans l'administration et devenir fonctionnaire, tant mieux pour eux si c'est leur choix et qu'ils trouveront là leur bonheur. Mais rien ne doit interdire à celui qui a envie d'être entrepreneur de monter sa boîte, de créer son entreprise, de recruter des gens, de créer de l'emploi, de pouvoir le faire, où qu'il soit, quelle que soit son origine territoriale, l'origine sociale, son sexe, sa religion, sa couleur, bref, c'est un peu l'égalité. Et la véritable égalité, elle commence aussi par là. Merci Aziz. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune qui a envie de réussir? De commencer par rêver. Il faut rêver, il faut pas s'interdire de rêver, il faut avoir l'audace de rêver et de rêver grand. Faut rêver grand. Ensuite, un rêve, c'est pas le tout. Un rêve, ça doit être nourri d'ambition. On doit le nourrir d'ambition, c'est-à-dire l'envie de réaliser ce rêve. C'est ça l'ambition. Et c'est sain. On est dans une société où il y a certains mots qui sont tabous. Être ambitieux, c'est pas tabou, c'est pas sale, c'est pas mauvais. Il y a de l'ambition avec éthique, avec réflexion, en respectant les autres, en se respectant soi-même. Mais c'est bon. Vouloir être meilleur un peu plus chaque jour, c'est de l'ambition, c'est une bonne ambition. Et vouloir être meilleur pour les autres, c'est une ambition et c'est bon pour tout le monde. Donc, commencer par un rêve, l'ambition, l'envie de réaliser ce rêve. Et puis, il n'y a pas de photo, hein, c'est beaucoup de travail. Du travail. Léonard de Vinci, Mozart, Zinedine Zidane ou Claude Bébéar ont beaucoup travaillé pour développer leur talent. On réalise pas son rêve, on peut être ambitieux, mais de l'ambition sans travail, c'est un véhicule sans essence, ça n'avance pas. Et puis, du partage. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est travailler, mais ensuite partager, parce que de toute façon, on ne sera pas enterré avec nos coffres forts, avec nos relevés bancaires, avec nos chéquiers, avec nos cartes bleues. On est de passage, la vie est courte. À l'échelle de l'univers, une vie moyenne d'homme, ça dure 7 secondes. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très très court. On est vraiment très peu de choses. Donc, essayer de partager et de faire du bien autour de soi. Donc, voilà, si j'ai un conseil à donner, ce serait autour de ces valeurs, du rêve, de l'ambition, du travail et du partage. Merci Aziz. Tu as dit de l'ambition sans travail, c'est un véhicule sans essence. Sans essence, d'accord. Donc de l'ambition sans travail, c'est un véhicule sans essence. Je ne connaissais pas cette expression, mais je la note. c'est moi. Pour un mec qui était dans le taxi, c'est un peu normal. Hein. Exactement. Merci Aziz, merci pour le temps que tu nous as accordé. Nous espérons que les auditeurs pourront s'inspirer de ton parcours et en auront appris un petit peu plus sur toi. Merci.
Tes auditeurs peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter. Ils peuvent venir et échanger avec moi sans difficulté. Merci Aziz, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur les différentes plateformes comme iTunes, Deezer, etc. pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou l'association L'Ascenseur Social, contactez-nous via le formulaire de contact sur le site ascensseursocial.org. À bientôt pour un prochain épisode. Vous êtes encore là? Vous vous demandez comment nous aider. Eh bien, c'est tout simple. Pour nous aider, invitez vos amis à écouter ce podcast. Faites écouter ce podcast à des jeunes et dites aux personnes autour de vous qui ont pris l'ascenseur social de nous contacter afin que nous puissions les interviewer. Un grand merci à vous, à très bientôt.